Bonjour, aujourd'hui je reçois le docteur Nadia Medjad qui est médecin de formation, expert en management du stress et de l'attention à l'ère digitale. Nadia Medjad qui a coécrit Neurolearning, les neurosciences au service de la formation. Nadia, est-ce que tu peux te présenter? Tu m'as présenté déjà, hein, tu as dit l'essentiel. J'ai travaillé 20 ans en entreprise en tant que médecin, mais pas médecin du travail. Je ne m'occupais pas de la santé des gens, je m'occupais de communication scientifique. Et donc, j'ai été manager pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, j'ai eu monté le stress dans l'entreprise. Et je me suis posé beaucoup de questions en tant que manager sur le stress. C'est ce qui m'a amené en partie à travailler aujourd'hui sur le stress et sur le fonctionnement du cerveau. Pourquoi les neurosciences alors? Fonctionnement du cerveau? Alors, quand j'ai quitté l'entreprise, je suis retournée sur les bancs de la fac de médecine pour faire des formations complémentaires, notamment à la gestion du stress et de l'anxiété au travail. Et j'ai découvert que dans l'intervalle de mes études de médecine, qui était il y a quand même plus de 20 ans, les connaissances avaient fait un bond extraordinaire, notamment en matière de découverte sur le cerveau. Et j'ai découvert un tas de choses absolument fascinantes sur le cerveau et je me suis dit, mais si j'avais su tout ça quand j'étais en entreprise, ça m'aurait quand même été drôlement utile. Et donc aujourd'hui, mon job, c'est d'apporter à l'entreprise et puis à tous ceux que ça intéresse ces connaissances sur le fonctionnement du cerveau pour que on puisse utiliser notre cerveau de façon plus écologique, un peu comme un sportif va découvrir le fonctionnement de son corps, va essayer de comprendre le fonctionnement de son corps et de son mental aussi pour donner le meilleur de lui-même. Mais nous, on peut faire pareil. Mieux connaître le fonctionnement de son cerveau, c'est par exemple pour les professionnels de la formation ou pour les coachs, c'est mieux capitaliser sur ce fonctionnement qu'on va découvrir à travers certains exemples et c'est en tenir compte. Hein, c'est comme si on faisait faire du sport à quelqu'un sans tenir compte de ses muscles, de ses articulations, ça n'a pas de sens. Mais nous, on est des athlètes en col blanc, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire qu'on est des travailleurs, on travaille avec notre cerveau, et on travaille autour de la connaissance, et on est des athlètes du fonctionnement de ce cerveau. Sauf que contrairement aux athlètes sportifs, on ne nous a pas appris comment ça fonctionne, on ne nous accompagne pas autour de ça, alors que ça pourrait nous être très utile. Je fais l'hypothèse que c'est cette envie de partager cette connaissance, notamment par rapport aux managers, aux pédagogues, aux responsables de formation, que tu as écrit ce livre Neurolearning. En fait, ça s'est fait de fil en aiguille, c'est-à-dire que j'ai démarré mon travail sur le stress avec les entreprises et quelqu'un m'a dit « mais on aimerait bien que tu nous parles du cerveau apprenant ». Alors à l'époque, je n'avais pas encore creusé ce sujet, donc j'étais un peu hésitante. Et puis la personne insiste en me disant « écoute, on ne trouve personne pour venir nous faire une conférence sur le cerveau apprenant, on veut juste les fondamentaux là-dessus. » Donc j'ai dit « écoute, je vais regarder et je vais voir si je peux vous apporter quelque chose ». Et alors, je me suis plongée là-dedans, j'ai été voir voilà, ce que les chercheurs racontaient sur le cerveau apprenant et je trouvais des choses absolument fascinantes. Et du coup, ça m'a donné envie de développer ma connaissance sur ce champ-là. 3 choses à retenir de ce livre, uniquement 3. Qu'est-ce qui pour toi est le plus prégnant, le plus pertinent? Une espèce de résumé en 3 points de neurolearning. Ce serait quoi ces 3 choses? Alors, il y en a 3 qui me viennent, on va voir, hein, peut-être qu'il y en aura un quatrième. La première chose, c'est qu'à l'heure actuelle, le cerveau est un sujet à la mode, qu'il se dit beaucoup de choses sur le cerveau, notamment dans les médias grand public, et que beaucoup de choses fausses se répandent sur le cerveau. C'est pour ça que j'ai fait un chapitre sur ce qu'on appelle les neuromythes. Ces neuromythes, ce sont des mythes sur le cerveau, c'est-à-dire des croyances tout à fait erronées sur le cerveau. Donc c'est important, par exemple, de savoir que quand on nous fait croire qu'on utilise 10% de notre cerveau en temps normal, c'est faux. Hein, notre cerveau, il fonctionne quasiment à 100%, quasiment tout le temps.
Ce qui ne veut pas dire qu'on est à 100% de son potentiel, c'est autre chose. Parce que le cerveau, il faut le faire travailler pour atteindre son potentiel. Arriver à discerner le vrai du faux, les neuromythes de ce que l'on sait aujourd'hui avec les neurosciences sur le fonctionnement du cerveau. Tout à fait. Les Américains, par exemple, ont fait une analyse des livres disponibles sur le cerveau. Et ils se sont rendus compte que dans les livres grand public, les 3/4 des livres disponibles pour le grand public sur le cerveau véhiculaient des neuromythes. Donc c'est pas étonnant que le grand public ait des croyances, puisque les livres destinés au grand public contiennent ces croyances-là. Oui. Donc, mais c'est pas toujours facile de remonter à la source. Donc quand on tombe sur une info sur le cerveau, la première chose qu'il faut se demander, c'est d'où ça sort, où est l'étude. Et c'est pour ça qu'il y a un chapitre qui est dédié à ça, à l'esprit critique face à ces découvertes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Hein, les gros titres des journaux, souvent, c'est des réalités qui sont fortement déformées, voire des résultats préliminaires qui sont gonflés à bloc et qui sont révélés comme erronés par la suite, mais ça, on n'en parle pas. Voilà, donc il faut garder un esprit critique par rapport à ces infos-là. Ça, ce serait la première chose. Et la deuxième idée, ce serait quoi pour toi? Alors, la deuxième idée, ça serait que justement, en matière de potentiel, notre cerveau a toutes les potentialités. C'est-à-dire de développer sa créativité, de développer son aptitude dans un domaine ou dans un autre. La clé, c'est qu'il faut s'entraîner. Hein. Demain, si on a envie de devenir un jongleur, eh ben, il faut s'entraîner. Et on a montré que quand on se met à jongler, il y a des zones du cerveau qui se modifient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cerveau, c'est un chantier en perpétuel remaniement. Il y a des choses qui se construisent, il y a des choses qui se défont. Et ça, c'est lié à la vie qu'on mène et à ce qu'on fait. Donc, on peut tout apprendre à condition de s'entraîner. Donc, quand on catalogue quelqu'un comme pas matheux ou pas bon pour les langues ou pas créatif, ben, en réalité, c'est une personne qui ne s'est pas suffisamment entraînée dans ce domaine-là. Alors, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est qu'à la fois, ça dépend beaucoup de notre environnement et des stimulations, finalement. Oui. Et est-ce que ça veut dire que si j'ai 80 ans, je peux encore apprendre à jongler ou c'est trop tard? Ah non, non, tu peux apprendre à jongler à 80 ans. Hein. Alors, ça sera peut-être un peu moins facile et un peu moins rapide que si tu avais 12 ans, mais tu vas y arriver. Hein. Si tu es en bonne santé, évidemment, hein, et que tu peux utiliser tes bras normalement. On peut donc apprendre à tout âge. Absolument à tout âge. Et il y a même une bonne nouvelle, c'est que plus on apprend, plus on maintient la jeunesse de son cerveau. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la réserve cognitive, qui est que quand on apprend beaucoup, on se fait des nouvelles connexions neuronales qui constituent une réserve qui est là pour nous aider à rester jeunes au niveau cérébral plus longtemps. Ça, c'est une très bonne nouvelle et c'est la deuxième idée à retenir. Qu'est-ce que tu nous proposes comme troisième idée à retenir du neurolearning? Alors, la troisième idée, et c'est ma favorite, c'est le rôle des émotions dans l'apprentissage et dans tout ce que nous faisons dans la vie. Voilà. Les émotions sont au cœur de tout. Les émotions sont la clé de voûte de notre motivation. Qu'est-ce qui fait qu'on va faire ce choix plutôt que celui-là? Ben, ce sont nos émotions qui vont dicter ça, même si on se raconte autre chose. C'est-à-dire, on peut se raconter à soi-même que pour telle et telle raison, on a fait ce choix. Hein, on peut même en être convaincu. Mais ce que les scientifiques ont montré, c'est que les émotions jouent un rôle absolument énorme dans les choix que nous faisons, dans les réactions que nous avons, dans notre comportement. Et ce qui est sûr, c'est que la motivation à faire ou à pas faire, c'est directement en lien avec les émotions. Moralité, il faut prendre en compte les émotions, que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit au travail. Et il faut les prendre en compte et apprendre à faire avec. Alors comment on fait à l'école ou au travail pour prendre en compte les émotions? Alors,
Ben ça s'apprend. Ça s'apprend comme on peut apprendre les mathématiques ou les langues. Ça s'apprend. Mais c'est un apprentissage à deux niveaux. C'est-à-dire, c'est un apprentissage où il faut comprendre ce qui se passe, comprendre de quoi il s'agit. Et ça, c'est l'apprentissage cognitif, hein, c'est-à-dire, on va dire par la pensée, pour faire un raccourci. Et en même temps, il faut expérimenter, parce qu'il y a aussi un apprentissage émotionnel qui va avec. C'est-à-dire, il ne faut pas se contenter de dire, voilà, dans telle situation, si je veux éviter un conflit, par exemple, il va falloir que je dise ça. Bon, savoir ce qu'il faut faire, c'est une chose, le faire, c'en est une autre. Donc il va falloir beaucoup s'entraîner. Hein, par exemple, comment je fais pour calmer une montée d'énervement quand je suis face à quelqu'un? Ben, on peut connaître la réponse, maintenant c'est autre chose d'arriver à le faire. Et de même que pour apprendre une langue, ben, on répète, on répète, on répète, hein, et on s'entraîne, et ben avec les émotions c'est pareil, et ça s'apprend à gérer les émotions. Mais pour ça, il faut passer par certaines étapes. Il faut déjà apprendre à repérer les émotions chez soi, repérer ce qui se passe chez soi. Souvent, on est coupé de nos émotions, hein, parce qu'on nous a plutôt appris à réprimer nos émotions, ce qui n'est pas bon. Et une fois qu'on les a identifiées, eh ben, il faut décider de ce qu'on va en faire. Hein. Il faut apprendre à les réguler, mais bon, tout ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, le troisième point important, c'est prendre en compte les émotions dans nos apprentissages. Est-ce que dans neurolearning, il y a une révélation? Alors, ce qui me vient comme ça, c'est encore un mythe. Karine, tu as sûrement entendu parler du cerveau reptilien. Hein. On entend souvent dire ah ben ça c'est lié à notre cerveau reptilien qui est un cerveau primitif, voilà. Et puis au fil de l'évolution, d'abord on avait le cerveau reptilien, après il y a eu le cerveau mammalien, après il y a eu la partie la plus développée du cerveau qui est le cortex et qui caractérise l'homme qui serait au sommet d'une pyramide de l'évolution comme ça de son cerveau. Ben ça c'est complètement faux. Waouh! Parce que le reptile, il a trois parties du cerveau comme nous, et l'homme ne descend pas du singe, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On est cousins, et on a tous un ancêtre commun. Donc ce langage autour de ce cerveau reptilien et archaïque, c'est basé sur rien. En fait, c'est basé sur une théorie qui a été développée, je crois que c'est dans les années 80 ou 90, c'est la théorie du cerveau triunique, donc un cerveau en trois étapes qui se serait constitué au fil de l'évolution. Et cette théorie a été complètement battue en brèche par les scientifiques, hein, et les scientifiques sont tous d'accord aujourd'hui pour dire que cette notion de cerveau ancien reptilien ne tient pas la route. Et ça, c'est une vraie révolution parce qu'on entend encore beaucoup. Oui, et on va continuer à entendre beaucoup parler de ça. Comment se passe la journée type du docteur Nadia Medjad? Alors, la journée type, j'ai différents types de journées parce que je partage mon travail entre des interventions en entreprise, donc souvent sous forme de conférences. Parfois, je fais aussi des ateliers autour du management, autour de l'apprentissage. Et il y a des journées que je consacre plus à des travaux de recherche, à de l'écriture, et que je passe donc à mon bureau toute seule. Voilà, donc ça dépend un peu de mon emploi du temps, mais ces journées-là ont un point en commun, c'est la façon dont je démarre mes journées. Et je démarre mes journées par un certain nombre d'activités dont j'ai compris qu'elles sont absolument vitales pour que mon cerveau fonctionne bien. Et ce sont des choses qui sont tellement vitales que j'ai décidé de les mettre en début de journée pour être sûre de les faire. Alors, ces choses, il y en a plusieurs. La première, c'est que je fais des exercices de respiration. Je commence dans mon lit, c'est-à-dire au réveil. Au réveil, je commence par 2-3 minutes de respiration. Ça m'aide à me réveiller déjà, parce qu'il n'y a rien de pire que le réveil snooze là.
Oui, qui que va tu... sonner Oui. toutes les 5 minutes. Là, c'est une vraie torture et puis c'est pas bon, hein, parce qu'on se rendort, on se réveille, on se rendort, on se réveille. Voilà, moi j'avais tendance à faire ça et j'ai découvert qu'il y avait une façon beaucoup plus agréable de se réveiller, qui est de travailler sur sa respiration. Ça aide à se réveiller et tout de suite ça amène de l'oxygène dans le cerveau. Et pourquoi c'est important d'amener de l'oxygène dans le cerveau? Parce que dès qu'il y a un apport comme ça d'oxygène supplémentaire, par exemple en faisant des exercices de respiration, les neurones commencent à créer des connexions nouvelles et il y a cette fameuse neuroplasticité qui se met en place dès le réveil. Voilà, le sang circule mieux et véhicule mieux l'oxygène et ce dont le cerveau a besoin. Donc je commence par, on va dire, 3 à 5 minutes de respiration selon l'inspiration du jour. J'ai différents exercices, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut ralentir sa respiration. Respirer très lentement et avoir une respiration abdominale, c'est-à-dire gonfler le ventre quand on inspire. Ensuite, je bois un thé et pendant que je bois mon thé, je mets mes écouteurs pour faire 10 minutes de méditation ou de relaxation. Ça dépend des jours et de mon inspiration. Là aussi, c'est pour me relier à moi-même, au moment présent. Les études ont montré que de faire 10 minutes de méditation ou de relaxation par jour, ça suffit pour mieux utiliser ses fonctions cognitives, c'est-à-dire le fonctionnement de son cerveau, pour mieux réguler son stress et ses émotions et pour être plus concentré. Ensuite, je continue à boire mon thé. Éventuellement, je vais lire quelques pages d'un sujet qui m'intéresse en ce moment. Alors, pas un roman, plutôt voilà, quelque chose sur le cerveau, par exemple. Et puis, ensuite, je vais faire 20 minutes d'exercice physique, voire plus, si j'ai le temps. Et là, j'ai un vélo d'appartement, parce que moi, j'ai eu du mal à m'y mettre, à l'activité physique comme ça au réveil. J'ai un vélo d'appartement sur lequel je pédale en regardant des vidéos sur YouTube. Des vidéos sur YouTube. Qu'est-ce que Voilà. tu regardes sur YouTube? Je regarde des conférences TED, par exemple. Il y a plein de conférenciers que j'adore. Et puis aussi des gens que je peux suivre sur YouTube, des blogueurs, voilà. Tu nous as donné ta routine du matin. Oui, c'est ma routine du matin, qui est à base de respiration, de méditation et d'exercice physique. Dernière question, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur tes projets? Alors, mes projets actuels, et effectivement, il y a un deuxième livre auquel je commence à réfléchir, c'est sur les compétences nouvelles qui sont requises aujourd'hui à l'ère digitale. Parce qu'on sait bien que les métiers de demain ne vont pas être les métiers actuels. En tout cas, ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, les entreprises, les grands organismes mondiaux se posent la question de, voilà, à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire on a des machines qui sont capables de reproduire l'intelligence humaine, notamment en matière de calcul, de prédiction, etc. À l'heure de l'intelligence artificielle, quelle va être la valeur ajoutée de l'homme? Puisqu'on sait que les voitures vont se conduire toutes seules, un tas de choses vont être autopilotées par des machines. Donc, quel va être le rôle de l'humain là-dedans? Une des réponses qui est apportée, par des organismes comme le Forum économique mondial, par exemple, c'est de dire demain, nos métiers vont être de plus en plus ils vont de plus en plus requérir ce qu'on appelle des compétences socio-émotionnelles. C'est quoi ces compétences? C'est par exemple mon aptitude à travailler en groupe, mon aptitude à partager l'information. C'est comment je me relie aux autres de façon intelligente pour avancer. Parce que les problèmes sont devenus tellement plus complexes que maintenant on ne peut plus travailler tout seul dans son coin, donc il faut travailler ensemble. Et relier des métiers qui ne travaillaient pas du tout ensemble. Éventuellement mettre des philosophes avec des mathématiciens.
Et qu'est-ce qui se passe quand on relie des gens qui n'ont pas l'habitude de bosser ensemble? Ça ne se passe pas facilement. Donc, faut apprendre à s'adapter à des situations de plus en plus inattendues, on va dire, sur le plan humain. Mélange des cultures, mélange des disciplines, mélange des styles, mélange des opinions. Et tout ça, ça demande des compétences qui sont... déjà, la première compétence, c'est comment je me relie intelligemment à moi-même. C'est ce qu'on appelle l'intelligence intrapersonnelle. C'est quelle relation j'entretiens avec moi-même. Parce que pour être bien avec les autres, ça suppose d'abord d'être bien avec soi-même. Si on est un grand tourmenté ou un très grand anxieux, ça va se répercuter sur les relations qu'on a avec les autres qui vont être moins faciles. Donc c'est comment je travaille, et là on revient sur la thématique des émotions, comment je travaille sur mes émotions, quel regard, comment j'apprends à mieux me connaître, comment j'apprends à mieux utiliser mes points forts, comment je gère mes points moins forts. Voilà, donc une bonne connaissance de soi-même, une bonne relation à soi, et comment on se relie aux autres et aux autres qui ne sont pas comme nous. Et ça aussi, ça demande un apprentissage. Et ça, on va devoir tous s'y mettre. Les entreprises aussi vont devoir s'y mettre, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il va falloir changer beaucoup de choses, notamment dans la façon dont on manage, dans le leadership, puisque aujourd'hui, on est tous des leaders en puissance. Hier, j'étais à une conférence qui m'a dit on est au minimum le leader de sa propre vie. Exactement. Donc on a tous une sphère d'influence. Comment on la gère? Tout ça, ça s'apprend. Et ce sont ces nouveaux apprentissages. Alors idéalement, et il y a une réflexion en cours, c'est de mettre en place ça à l'école dès les premières années. Parce qu'apprendre à se conduire à se comporter intelligemment avec les autres, ça s'apprend tout petit. Mais voilà, pour les gens comme moi par exemple, ont pris le train en marche, moi j'ai jamais appris ça à l'école, on ne me l'a jamais enseigné. J'ai commencé à apprendre ça il y a quelques années. Voilà, là aussi on peut apprendre à tout âge, à 90 ans, on peut apprendre les compétences socio-émotionnelles. Mais ça demande de bosser. Et c'est ce sur quoi tu es en train de plancher alors. Exactement. Est-ce que... Alors ça c'est déjà un projet qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de cerveau. Est-ce que tu as d'autres projets, d'autres choses qui te tiennent à cœur en ce moment? Je vais enseigner à des jeunes en master, des jeunes qui font un master marketing. Je vais leur enseigner ces compétences émotionnelles. Donc ça va être une première dans un cursus de marketing. Mais puis comme c'est là qu'on forme nos futurs managers, c'est pertinent et je suis très contente qu'une grande école, une grande business school française m'ait proposé de faire ça. Ça va être, on va expérimenter et je vais apporter à la fois mes connaissances à ces jeunes et ces jeunes, ils vont m'apprendre aussi à interagir avec eux. Parce qu'ils vont m'apprendre autant que je vais leur apprendre. Donc on va mettre tout ça en commun et on va voir comment on peut faire avancer les choses. Qu'est-ce que j'aimerais avoir 20 ans et être dans cette business school et pouvoir t'avoir comme professeur. J'espère que tu nous donneras des nouvelles de cette expérience-là, savoir comment dispenser des cours à cette jeune génération se passe et puis comment cette interaction te nourrit et ce qu'elle t'apprend. Je te remercie énormément pour ton temps. Merci à toi et je reviendrai avec grand plaisir.